En descendant la montagne, j'ai commencé à apercevoir une grande étendue d'eau. Un lac magnifique. J'ai décidé d'y faire une petite pause. Toraï marche depuis tout à l'heure. Il a bien mérité de boire un petit peu. En attendant que mon cheval se désaltère devant ce beau paysage, je peux vous raconter ce que j'ai vu et ce que je sais des lacs, des rivières et des marais du royaume de Zelda et même au-delà. Bonjour, accrochez votre écaille de dragon d'eau et lancez votre canne à pêche, car des montagnes au village, de la mer au sous-bois, bienvenue dans ce nouveau récit de voyage d'Hyrule et au-delà. Le lac Hylia fait partie des lieux emblématiques et récurrents de la série Zelda. On le retrouve dans pas mal de jeux. Pour certains, la cascade Faroria de The Legend of Zelda Skyward Sword, premier jeu de la chronologie, serait ce qui deviendra plus tard le fameux lac Hylia. En effet, situé à proximité de la forêt de Firon, on nous dit de ce lieu qu'il est la source d'eau de toutes les terres environnantes. Exactement comme le lac Hylia le sera bien plus tard dans les autres jeux. Derrière cette cascade de Faroria se trouve l'entrée d'un temple, la grande caverne antique. Ce temple, d'allure paisible, se base sur le bouddhisme avec ses nénuphars, ses fleurs de lotus, mais aussi et surtout avec son immense statue en plein centre, semblable à une statue de Bouddha. Aussi, ce temple se base sur une nouvelle japonaise écrite par Ryunosuke Akutagawa et nommée Le fil de l'araignée. Cette histoire raconte qu'une araignée, depuis le paradis, a envoyé un fil d'argent qui descendait jusqu'aux enfers dans le but de donner la chance à un homme de sortir de son malheur. On retrouve exactement cette thématique avec le rez-de-chaussée du temple qui ressemble au paradis et son sous-sol rappelant les enfers. Le tout lié par un très fin fil argenté. En avançant dans la chronologie, on retrouve le lac Hylia dans The Legend of Zelda The Minish Cap. Ici aussi, à proximité d'une forêt, il prend son nom définitif en l'honneur de la déesse Hylia. Bien qu'il n'y ait pas grand chose à dire ici, on retrouve ce lieu aquatique une troisième fois dans The Legend of Zelda Ocarina of Time. Là aussi, le lac est la source d'eau principale de tout le royaume d'Hyrule. On retrouve, juste à côté de celui-ci, un laboratoire de recherche qui étudie les eaux du lac. Il y a cependant quelque chose que personne n'explique. Au fond d'une piscine du laboratoire, Link peut tomber nez à nez avec un requin. Immobile, enfermé et plus qu'étrange. Personne ne sait ce que cet animal marin fait là, et on ne le saura probablement jamais. Au fond de l'étendue d'eau se trouve un temple, le temple de l'eau. Là aussi, on peut y observer quelque chose d'intriguant. En effet, à de nombreuses reprises dans le donjon, se trouvent des statues représentant un grand serpent. Cependant, jamais un tel animal ne sera vu en ces lieux. Plusieurs joueurs théorisent alors que c'est une ancienne divinité de l'eau, aujourd'hui disparue. Probablement que, là aussi, nous n'aurons jamais la réponse à cette question. Avançons encore un peu dans la chronologie et penchons-nous sur la timeline de l'enfance avec The Legend of Zelda Twilight Princess. Dans cette histoire, le lac Hylia est un endroit paisible, surplombé d'un immense pont, le viaduc d'Hylia. Autour de l'endroit se sont installés plusieurs jeux et attractions de Toby et Laka. En plein centre de la grande étendue d'eau apparaît alors le jeu du canon de Toby. Et en y regardant d'un peu plus près, on découvre que ce dernier possède un dessin de Bill Ball sur sa manche, un ennemi de l'univers de Mario. À côté du Grand Lac, on peut visiter la grotte de l'Esprit de la Lumière, l'Esprit Lanel. Pour beaucoup, celui-ci fait référence à une légende connue de tous, celle du monstre du Loch Ness. Effectivement, on est face ici à une immense créature dinosauresque vivant aux abords d'un profond lac et qui ne se montre qu'aux plus chanceux.
Encore une fois, au fond de l'eau se trouve un donjon, le Temple Abyssal. À partir de ce moment, je peux vous présenter une théorie, celle expliquant que la grande caverne antique de Skyward Sword, le temple de l'eau d'Ocarina of Time et le temple abyssal de Twilight Princess seraient une seule et même structure. En effet, il se pourrait que, au fil des siècles, l'eau du lac soit montée et que l'entrée de la grande caverne antique se soit retrouvée submergée, sous l'eau du lac Hylia. C'est pourquoi l'entrée du temple d'Ocarina of Time et dans Twilight Princess se trouve tout au fond de l'eau. Avec le temps, la décoration intérieure du temple a changé, mais pas sa configuration. On retrouve dans les 3 temples une pièce centrale construite autour d'une immense structure. Si cette théorie est vraie, alors cela pourrait expliquer qui est ce fameux serpent du temple de l'eau que l'on évoquait tout à l'heure. Là où, dans le temple sylvestre et dans la mine Goron de Twilight Princess, les boss étaient une Baba Mojo et un Goron sous l'influence maléfique du cristal d'ombre, on a dans le temple abyssal Octolacanthe, qui pourrait être ce fameux serpent protecteur du temple qui se cachait dans les profondeurs et désormais sous l'influence maléfique du cristal d'ombre. Ensuite, dans la chronologie et en fonction des timelines, le lac Hylia nous apparaît plusieurs fois. Dans The Legend of Zelda Fourth Sword Adventure, dans The Legend of Zelda A Link to the Past, ou encore The Legend of Zelda A Link Between Worlds. Tout ceci pour apparaître une ultime fois dans The Legend of Zelda Breath of the Wild. Ici, le lac est de nouveau surplombé du viaduc d'Hylia et possède désormais un petit îlot en son centre, l'île d'Hylia. On remarque aussi maintenant que l'étendue d'eau donne naissance à une rivière, la rivière d'Hylia, qui traverse un bon nombre de ponts en Hyrule, ayant tous un nom en référence à d'autres jeux Zelda. Vous êtes prêts? Il y en a beaucoup. Tout d'abord, on a le pont de Prokis, en référence au village Prokis de The Legend of Zelda Spirit Tracks. Le pont d'Arfan, le pont d'Ulul et le pont d'Achillus, qui sont 3 professeurs de l'école de chevalerie de Skyward Sword, Arfan, Ulul et Achillus. Le pont de Jade, pour Jed de Twilight Princess. Les ponts de Rebona, Orsed, Elmed et Karok, en l'honneur de 4 boss de Zelda 2, Rebonak, Orsed, Elmeted et Karok. Et enfin, de la même manière, les ponts de Griot, Aquam, Digdo et Mandla, en l'honneur de 4 boss de Zelda 1 cette fois-ci, Griok, Aquamentus, Dodongo et Maandala. Ça faisait beaucoup. Toraï s'est bien rafraîchi, et nous reprenons notre route paisiblement. À la manière du lac Hylia, ce lieu donne aussi naissance à une grande rivière. C'est ça qu'Aurore voulait dire en parlant de route à suivre? On va essayer de suivre le courant de l'eau alors. Dans la série Zelda, on retrouve souvent des peuples de l'eau. Par exemple, dans The Legend of Zelda Majora's Mask, existe la région des Marais du Sud. Ici, on y retrouve un peuple qui vit en monarchie, dans un palais, le peuple Mojo. Ces créatures des marais ressemblent à des petits arbustes, toujours en colère. En parlant de colère, la région des Marais du Sud, plus généralement la région de Bois-Cascade, n'échappe évidemment pas à la théorie des étapes du deuil représentées par les régions du monde de Termina. Ces marais seraient donc la représentation de la seconde étape du deuil, la colère. En effet, tout n'est que colère dans le palais Mojo. Le roi est fou de rage de se rendre compte que sa fille a disparu. Son peuple n'arrive même plus à penser sainement tellement leur colère prend le dessus. Le peuple Mojo veut carrément brûler un pauvre singe innocent tellement leur rage est grande. Une autre théorie suppose aussi que le masque Mojo que Link possède provient, comme le masque Goron et le masque Zora, d'un être défunt. Il se pourrait alors que cette personne soit le fils du majordome du palais Mojo. Effectivement, cet homme nous explique avoir perdu son enfant il y a quelque temps. Aussi, à la toute fin du jeu, on aperçoit le majordome pleurer devant un arbre mort, ressemblant très étrangement au masque Mojo que Link possède. Un peu sordide comme histoire. Nous avions déjà évoqué dans l'épisode sur les plages, mers et océans l'existence du peuple Zora sur la plage de Termina. Bien que ce peuple réside ici en eau de mer, on le retrouve à Hyrule, dans Ocarina of Time, aux abords de la rivière Zora,
dans le domaine Zora. Ce lieu aquatique se construit comme une véritable petite ville qui contient quelques jeux et boutiques. Leur symbole prend la forme de 3 lunes qui s'opposent les unes aux autres. Les Zora, ce peuple mi-humain, mi-poisson, vivent eux aussi en monarchie, ici sous le règne du roi Zora XVI. Ce roi possède une fille, la princesse Ruto. Dans l'histoire du jeu, Ruto disparaît et Link retrouve une bouteille contenant un message qui semble écrit par la princesse Zora en personne, lui demandant de lui venir en aide. Plus tard, Ruto retrouvée, elle confie à Link qu'elle n'était pas du tout en danger et qu'elle n'a jamais écrit une telle lettre. Mais alors, qui a écrit le message dans la bouteille ? Qui s'est fait passer pour la princesse des Zora ? Nous ne le savons pas et nous ne le saurons sans doute jamais. Plus tard, 7 ans dans le futur, Ruto s'éveillera en tant que sage de l'eau et entrera donc dans la légende en combattant aux côtés de Link. Le peuple Zora est un peuple complexe et qui connaît une évolution particulière tout au long de la chronologie. Pour en savoir encore plus, je vous conseille l'excellente vidéo de Rinkuto sur le sujet, l'évolution des Zora. Par exemple, on peut supposer que le peuple des Paradus, que l'on rencontre dans Skyward Sword, soit les ancêtres du peuple Zora, une sorte de pré-évolution. Les Paradus, dont le nom est un jeu de mots avec parapluie et méduse, ce à quoi elles ressemblent littéralement, des méduses parapluies, vivent dans le lac Faroria et sont sous la protection de Firon, le dragon d'eau. Ce qui est étrange avec les Paradus, c'est que, bien qu'elles soient un peuple aquatique, elles ne ressemblent pas du tout aux futurs Zora. En revanche, Firon, le dragon d'eau elle-même, a un visage et une couleur plus que similaires aux attributs Zora que l'on retrouvera plus tard. Se pourrait-il que les descendants du dragon d'eau soient les ancêtres du peuple Zora ? Possible. Après Ocarina of Time, vous connaissez la chanson. La chronologie se sépare en plusieurs timelines. Dans celle de l'enfance, toujours avec Twilight Princess, les Zora sont de retour, et leur domaine aussi, désormais nommé Village Zora, en amont du lac Hylia. On constate que le thème musical du Village Zora de Twilight Princess est exactement le même que celui du domaine Zora d'Ocarina of Time. Aussi, on remarque que le peuple de l'eau semble plus autonome et plus facilement capable de se défendre, puisqu'il possède désormais casque, armes et gardes. Dans cette histoire, la monarchie Zora était dirigée par la reine Lutera, qui s'est malheureusement fait tuer par les sbires de Xanto. L'héritier du trône aquatique est donc son unique fils, le prince Lars. Sa mère est enterrée dans la tombe royale Zora, cachée au village de Cocorico. Là-bas, Link y obtient la tunique Zora, symbole éternel d'amour chez les Zora, comme l'était le saphir à l'époque d'Ocarina of Time. Donc oui, vu que la princesse Ruto avait offert cette pierre bleue à Link, le garçon et la jeune Zora sont techniquement fiancés. Dans la timeline de l'âge adulte, avec The Legend of Zelda The Wind Waker, les Zora ont complètement disparu. Cependant, il nous est expliqué que les Piaf en sont les descendants directs. Effectivement, ceci expliquerait pourquoi le peuple Piaf de The Wind Waker possède le même symbole de triple lune que le peuple Zora. Également, dans l'histoire du jeu, Medoli, la jeune musicienne Piaf, se révèle être la sage de la terre. Un esprit lui apprendra la mélodie de sa prière, l'esprit de son ancêtre, Laruto, qui se trouve être une Zora. Une Zora qui, d'ailleurs, a le nom de Ruto dans le sien. Cependant, dans Breath of the Wild, les deux peuples sont présents, et les Piaf et les Zora. C'est à n'y rien comprendre, vraiment. Mais en effet, le peuple de l'eau est de retour dans la région de Lanel, au nouveau domaine Zora. Là encore, le thème musical du lieu est le même que dans Ocarina of Time et Twilight Princess. Ce domaine Zora est construit en pierre bleue, on y retrouve une boutique, une auberge et une forge. La température moyenne y est d'une 15aine de degrés, et comme dans les autres jeux, le peuple Zora est dirigé par un roi, le roi Dorefa. Ce roi possédait une fille, la princesse Mipha, prodige des Zora, malheureusement tuée par Ganon il y a 100 ans. Pour l'anecdote, Mipha se battait autrefois avec un trident, rappelant évidemment le dieu grec de la mer et de l'eau,
Poséidon, qui ne se séparait lui aussi jamais de son trident. Mifa était la pilote de la créature divine de l'eau, Va-Ruta, nommée ainsi en référence à l'ancienne sage d'Ocarina of Time, Ruto. Et les références ne s'arrêtent pas là. En effet, sur la carte, le domaine Zora est entouré de lieux aux multiples allusions. Nous avons le pont d'Ingogo, en référence au groupe de musiciens Zora de Majora's Mask, les Indiegogo, dont les noms se retrouvent aussi sur la carte, avec le lac Lulu, le lac Miko et le lac Toto, pour Lulu, Miko et Toto. On remarque aussi la rivière Lutheran et l'étang de Lars, pour la reine et son fils de Twilight Princess, la reine Luthera et le prince Lars, le grand pont de Laruto, qui porte le même nom que l'ancêtre Zora de Medoli de The Wind Waker, ou encore le lac Ruto, qui est encore une fois une allusion à Ruto d'Ocarina of Time. Décidément. Nous avons encore une dernière chose à évoquer concernant le domaine Zora de Breath of the Wild. Effectivement, chacun de ses habitants possède un nom qui est une référence à la musique. Par exemple, Clé-Sol et Clé-Fa pour la clé de Sol et la clé de Fa, Gamma pour la gamme, Octavie pour l'octave, Pemto pour le tempo. On a aussi des références à des instruments de musique avec Porea pour la harpe, Birotan pour le baryton ou encore Clavier pour le clavier. Et la famille royale Zora n'échappe pas à cette règle, puisque Mifa, son frère Sidon et leur père Dorefa ont tous trois un nom composé de notes de musique, Mi et Fa, Si et Do, Ré et Fa. Le plus incroyable, c'est que le thème musical de Mi-Fa est composé d'énormément de Mi et de Fa, et que celui de Sidon est composé d'énormément de Si et de Do. Voilà, la boucle est bouclée. Enfin, dans la timeline de la défaite, les Zora ont subi une évolution très particulière, puisqu'ils sont désormais hostiles aux êtres humains. Leur apparence de grands nageurs bleus à la silhouette élancée a laissé sa place à une apparence de petits monstres verts, capables de cracher des boules de feu. On les retrouve ainsi dans plusieurs jeux, comme The Legend of Zelda premier du nom, arpentant les différents lacs et rivières d'Hyrule, dans A Link to the Past, à la cascade Zora, où on peut rencontrer leur roi, on voit donc qu'ils n'ont pas perdu leurs habitudes, dans The Legend of Zelda Link's Awakening, vivant dans les différentes rivières de l'île Kokolint, ou même dans The Legend of Zelda Oracle of Ages, où les deux espèces de Zora vivent au même moment, les pacifistes s'étant réfugiés dans la mer, alors qu'ils vivaient jusqu'ici dans de l'eau douce. C'est à n'y rien comprendre, encore une fois. Pour finir, on retrouve ces Zora verts à l'apparence de Kappa, les Kappa étant des créatures du folklore japonais vivant dans les lacs et les marais, dans A League Between Worlds. Ici, ils habitent la cascade Zora et la rivière Zora. Certains d'entre eux sont hostiles à Link, bien que leur reine, Orlenne, leur ait demandé d'arrêter d'attaquer les humains. Tout comme Ruto, avant elle, la reine Orlenne s'éveillera en tant que sage de l'eau. Eh bien, il y en avait des choses à dire sur le peuple de l'eau. Me concernant, on suit la rivière depuis tout à l'heure, et je crois bien en apercevoir le bout au loin. Le bruit de l'eau est vraiment agréable. C'est très apaisant de marcher ici. Hein, Toraï ? Le peuple de l'eau a toujours eu pour habitude de suivre une grande créature qu'ils considèrent comme leur divinité ou leur protectrice. Les Paradus de Skyward Sword étaient déjà en admiration devant Firon, le dragon d'eau par exemple. Cependant, à partir d'Ocarina of Time, apparaît une nouvelle divinité des Zora, une énorme bête semblable à une baleine d'eau douce, Jabu Jabu. Alors, tout d'abord, non, ce n'est pas l'alter ego de la princesse Zelda, que les choses soient claires. Présent ici à la fontaine Zora, cette bête abrite un donjon à l'intérieur de son propre corps. C'est même dans cet étrange donjon qu'était partie la princesse Ruto lors de sa disparition évoquée précédemment. Le nom de Jabu Jabu n'est d'ailleurs pas donné au hasard. En effet, cette onomatopée, Jabu Jabu, est celle que les Japonais attribuent à un bruit d'éclaboussure d'eau, un peu comme notre splatch ou notre plouf en français. Par la suite, ce gros poisson apparaît dans d'autres jeux de la série.
Dans Oracle of Ages, Jabu Jabu se trouve au village Zora, sous la mer, comme évoqué dans le premier épisode d'Hyrule et au-delà. Il nous est possible de voir la créature quand elle n'était encore qu'un tout petit poisson en remontant dans le temps grâce à la harpe des âges. Dans l'histoire de ce jeu, Jabu Jabu possède exactement la même apparence que dans Ocarina of Time. Cependant, dans The Wind Waker, Link y fait la rencontre non pas de Jabu Jabu, mais de Jabu, tout court, juste Jabu. Il est ici le descendant de celui d'Ocarina of Time, mais ne possède pas vraiment le même physique. Vivant à l'origine sur l'île du Poisson, il a été forcé de quitter son habitat pour se réfugier dans le lac souterrain de l'île de l'Aurore dans le but d'échapper à Ganondorf. Dans ce jeu, Jabu est le gardien de la perle de Nayru, perle bleue de la sagesse, qui possède d'ailleurs un symbole très similaire à celui des Zora. D'ailleurs, aviez-vous remarqué que la musique que l'on entend lors de son apparition est quasiment la même que le thème musical de l'intérieur du ventre de son ancêtre dans Ocarina of Time ? Bien que The Wind Waker, Oracle of Ages et Ocarina of Time soient techniquement les seuls jeux où il nous est possible de voir la divinité des Zora, plusieurs allusions à celle-ci sont faites dans d'autres jeux de la licence. Par exemple, dans Twilight Princess, les casques de guerre du peuple Zora ressemblent fortement au visage de Jabu Jabu. Le peuple de l'eau garde-t-il toujours l'idée que cette créature leur apporte protection dans Twilight Princess ? Aussi, pas très étonnant, on retrouve des références à la baleine d'eau douce dans Breath of the Wild. Tout proche du domaine Zora, on découvre sur la carte un lieu nommé le plateau de Jarbu. Également, pas très discret, mais il fallait tout de même le remarquer, lorsque le roi Dorefa se met à rire, il s'exclave en disant tout bêtement « Jabu Jabu ». Pour rester dans Breath of the Wild, certains théoriciens émettent l'idée que l'un des grands fossiles de baleines que l'on peut retrouver en voyageant à travers Hyrule soit ce qu'il reste de la pauvre créature protectrice des Zora. En revanche, impossible de dire duquel de ces trois fossiles il s'agit. Nous voilà arrivés à ce que je voyais au loin. La rivière s'engouffre dans une immense cavité, une rivière souterraine. Ce qui est pratique, c'est que la configuration des lieux fait qu'on peut y entrer facilement. J'ai vraiment hâte de visiter cette grotte. Par contre, ma dernière fois dans une grotte comme celle-ci ne s'est pas forcément bien passée. Croisons les doigts pour cette fois. Il reste encore de nombreux lieux baignés par les eaux que je ne vous ai pas cités. Par exemple, dans The Minish Cap, au nord du lac Hylia, se trouve la cascade de Serra. Cascade que l'on retrouve, encore une fois, dans Breath of the Wild, non loin du domaine Zora. Aussi, dans The Legend of Zelda Oracle of Seasons, apparaît la rivière Natsu ainsi que la cité engloutie, qui, comme son nom l'indique, est une ville complètement inondée. Link's Awakening met aussi en scène le marais des anémones et la baie de Martha, qui, on commence à connaître la chanson, sont deux lieux qui apparaissent aussi dans Breath of the Wild. Finalement, impossible de passer à côté d'une rivière, d'un lac ou d'un marais dans les jeux Zelda. Que ce soit dans The Legend of Zelda Triforce Heroes, avec la région de la rivière, jusqu'au tout premier jeu, avec les nombreuses rivières de Zelda 1, ou encore les différents marais de The Legend of Zelda The Adventure of Link, l'eau est toujours là. À l'image d'Hyrule, une rivière est un voyage, une traversée, traduction de l'écoulement d'une vie. Il est vrai que parfois, on rencontre plutôt de l'eau boueuse, voire marécageuse, mais d'autres fois, l'eau peut être d'une pureté inégalée. Il suffit de bien savoir où regarder. Une eau calme ou agitée, c'est à nous de voir. Théodore Jouffroy disait « Le lac réfléchit mieux les étoiles qu'une rivière ». En revanche, Sheik, quant à lui, a dit « Le temps file et emporte les hommes. Ainsi coule le fleuve et jamais ne s'arrête. Un jeune esprit renferme un cœur ambitieux.
des amours légères cèdent à une passion profonde. Un miroir d'eau pure reflète la vie. Waouh, je crois que j'ai bien fait de suivre cette rivière. Je me tiens devant un lac souterrain. Peut-être y rencontrerai-je Jabu, qui sait. En tout cas, je compte bien m'aventurer un peu plus dans cette grotte. Quel beau spectacle.